Et oui, Benoît Hamon, candidat malheureux à l'élection présidentielle avec un peu plus de 6%. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez bien écouté Jean-Luc Mélenchon. On vous fera réagir sur Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, David. Première question. Vous êtes un ancien rocardien, Benoît Hamon. Comme M. Castaner, oui. Voilà, Michel Rocard, qui avait rêvé en 1988, alors qu'il était Premier ministre, de faire l'ouverture et de faire la recomposition. Il avait un gouvernement d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez à Emmanuel Macron d'avoir réussi là où votre ancien mentor, Michel Rocard, avait échoué? Non. Pourquoi? Non, parce que Michel Rocard a toujours été attaché au clivage droite-gauche. Il a préconisé le compromis comme une méthode de gouvernement. Il a souhaité ouvrir à la société civile son gouvernement, mais il n'a jamais souhaité l'alliance gauche-droite pour gouverner la France. Jamais il n'a souhaité dépasser le clivage droite-gauche, dont il a toujours considéré jusqu'à la fin de sa vie que ce clivage restait pertinent sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions éducatives. Il était partisan. Il reconnaissait l'existence de ce clivage droite-gauche structurant la vie politique, mais il considérait que sur une législature ou sur un quinquennat, à l'époque c'était un septennat, il pouvait y avoir des majorités d'idées dans un gouvernement. Mais il pouvait, pourquoi? Parce qu'il avait une majorité relative, donc il faut rappeler l'histoire. Il n'avait pas la majorité tout seul. Donc il fallait aller trouver des majorités, notamment avec un certain nombre de parlementaires centristes. Mais relisez l'œuvre et l'histoire de Michel Rocard, et moi j'y suis attaché sur le fond. Michel Rocard est resté jusqu'au bout un homme de gauche, considérant que le clivage droite-gauche, même s'il devait être revisité, rediscuté sur des questions qui sont des questions importantes, j'écoute les débats depuis que je suis arrivé, on évoque assez peu ce qui est en train de se passer dans ce pays, et dans beaucoup de pays européens, il y a une révolution numérique qui bouleverse le travail. Autour du travail qui évolue, de notre manière de travailler, il faudra peut-être repenser le clivage droite-gauche. Autour du financement demain de la protection sociale, il faudra repenser peut-être le clivage droite-gauche. Et vous avez tenté de le faire, Benoît Hamon, mais ça n'a pas imprimé, comme on dit. Ça n'a pas convaincu. Ça n'a pas convaincu. Je pense que le nombre de ceux et celles qui aujourd'hui adhèrent au fond à ce projet est bien supérieur au nombre de ceux qui ont voté pour moi. Je pense que le Parti socialiste, d'un mot, a offert une image si misérable, finalement, de la politique à travers les trahisons, les comportements qu'on a pu tous constater. Et moi, je les ai vécus aux premières loges. Qu'assez naturellement, c'était une famille politique très peu désirable. Et très peu désirable, et pour laquelle, je crois, beaucoup de Français ont considéré qu'il était temps de passer à autre chose. Le temps dans lequel nous sommes, en clair, c'est qu'un cycle s'achève, un autre commence, et nous allons assister à une recomposition de la vie politique liée à ce qui est en train de se passer autour d'Emmanuel Macron. Mais c'est voué à l'échec ou pas, ce que fait Emmanuel Macron? C'était ça la question de fond. Moi, je pense que le clivage droite-gauche va réapparaître sous de nouvelles formes, que nous sommes dans cet intervalle. Vous savez, il y a une très jolie définition de la crise qui est d'un immense penseur italien qui dit que la crise, c'est quand le vieux est mort et que le neuf hésite à naître. Antonio Gramsci. Nous sommes dans cette zone grise-là. Un monde s'achève, mais qui n'est pas seulement qui concerne le travail, ça concerne l'écologie, nos modes de développement, la démocratie, et un nouveau monde émerge. Mais nous sommes dans cet intervalle-là. Emmanuel Macron fait une synthèse entre la droite et la gauche, mais au passage, j'observe quand même que si je dois faire un commentaire sur son gouvernement, bonne chance à eux, sincèrement. Je souhaite qu'ils réussissent parce que, fondamentalement, je ne crois pas qu'ils vont réussir, mais je souhaite qu'après ce que nous avons vécu face à l'extrême droite, ça ne bascule pas dans l'échec tout de suite. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Il installe un Premier ministre de droite, des ministres clés à l'éducation nationale, à l'économie de droite. Là où justement le clivage droite-gauche est fort, encore. Sauf que Nicolas Hulot. Mais sauf que Nicolas Hulot, moi, c'est d'abord une personnalité pour laquelle j'ai un immense respect. Respect pour les combats qu'il a menés, pour le fait qu'il a joué les lanceurs d'alerte bien avant tout le monde. Bon, il a participé par sa parole, par ses écrits, par l'évolution qui a été la sienne, associant d'ailleurs la question économique à la question environnementale, ce qu'il ne faisait pas, à la prise de conscience qui est la mienne qu'il n'y a plus aujourd'hui de socialisme possible sans l'écologie au cœur de ce combat. Il fait un choix qui est celui de peser de l'intérieur. Écoutez, moi j'ai fait ce choix-là aussi, dans un gouvernement qui était de ma famille politique.
Au bout de 2 ans et demi, j'espère que ça durera un peu plus longtemps pour lui. Mais vous voyez bien que ça n'a pas marché. Mais, Ça n'a pas... non, mais j'ai constaté que ça ne marchait pas quand une orientation politique forte entrait en contradiction avec ces objectifs-là. Vous noterez bien que là, c'est différent. Là, ils se mettent d'accord sur un programme. C'est-à-dire qu'ils valident tous le programme d'Emmanuel Macron, que ce soit Bruno Le Maire, Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian. Alors Nicolas Hulot aurait renoncé à ce que, finalement, on arrête les boues rouges en Méditerranée. Il aurait renoncé à des engagements forts sur la fin du diesel. Il aurait renoncé à l'interdiction des perturbateurs endocriniens dont on sait qu'ils sont responsables de dizaines de milliers, sinon de centaines de milliers de maladies chroniques. Il aurait renoncé à tout cela. Je ne le crois pas sur le fond. Il n'a pas pu faire ce choix. Mais il va être confronté à ce qu'il y a de plus difficile et il le sait. C'est qu'outre les lobbies privés puissants qui influencent et influenceront ce gouvernement, il sera face à des hommes qui, eux, ne font pas ces choix-là. Le Premier ministre, pour commencer, le Président de la République lui-même, le ministre de l'économie, c'est-à-dire ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Bonne chance à lui. Je ne crois pas aujourd'hui que la pente, la trajectoire de ce gouvernement soit d'être un gouvernement écologiste. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon il y a un instant. Il dit qu'il y a 3 pôles aujourd'hui dans la vie politique. Il y a le pôle centristo, lui dit libéral, centristo social-démocrate. Un pôle de gauche qu'il veut incarner seul et un pôle d'extrême droite. Et il l'a formulé récemment en des termes encore plus explicites. Écoutez. Non, monsieur, pas d'affaiblir le PS. Je veux le remplacer. C'est-à-dire que nous allons tourner la page. C'est clair. C'est clair. Oui, nous allons tourner la page des gens qui nous ont trahis pendant 5 ans. Alors, Benoît Hamon, la question est simple. Y a-t-il un espace aujourd'hui pour le Parti socialiste autour de ces 3 points? Moi, je pense que le socialisme n'est pas mort. Surtout s'il se régénère par l'écologie politique notamment. Mais une fois qu'on a dit cela, le Parti socialiste ne représente plus cet espace-là. Il ne le représente plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est pour partie disqualifié par l'exercice du pouvoir, pas totalement, mais pour partie, et notamment aussi dans cette campagne électorale. Quand un parti ne soutient pas, ou l'essentiel des dirigeants, le candidat choisi lors d'une primaire, ça en dit long aujourd'hui sur, au-delà d'une faillite politique, une forme de faillite morale. Mais vous incriminez le Parti socialiste qui ne vous a pas soutenu. Est-ce que vous ne tirez pas l'enseignement de votre score? Non, des dirigeants qui sont responsables. Mais évidemment, j'ai ma propre responsabilité dans ce score. C'est même la première chose que j'ai dite le soir de mon échec. Je l'ai assumé totalement. C'est mon nom qui sera associé à ce score. Croyez que je n'avais pas pesé cette responsabilité dans l'état qui était celui du Parti socialiste? Croyez que je n'avais pas anticipé l'hypothèse selon laquelle beaucoup de dirigeants socialistes, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus socialistes dans leur tête, allaient probablement cheminer ailleurs? Oui, je l'avais anticipé, mais j'ai pris mes responsabilités. Parce que je considère que cet espace politique, et je vais répondre à votre question, parce qu'elle est importante sur Jean-Luc Mélenchon, cet espace politique, celui d'une gauche qui veut rester de gauche, transformer profondément la société, c'est-à-dire la rendre plus juste, plus douce, vis-à-vis de millions de gens qui désespèrent. Mais en même temps, en restant européen et en ayant un idéal démocratique puissant, cet espace existe. Et il ne peut pas être enseveli par la volonté hégémonique d'un seul. La gauche, et c'est l'enseignement de toute notre histoire, n'a conquis le pouvoir que quand elle se rassemblait. Et elle n'a jamais bien vécu sous le joug hégémonique d'un seul. Mais vous avez l'impression qu'il est hégémonique, Jean-Luc Mélenchon ? Quand on dit que le rassemblement ne peut se faire qu'à la condition que chacun quitte son... C'est pas une étiquette. Moi, j'ai des convictions qui sont des convictions politiques profondes. Et pourquoi vous ne quittez pas le Parti socialiste, Benoît Hamon, quand on vous entend, quand vous dites ce que vous dites sur le Parti socialiste? Mais je pense que... Pourquoi vous ne le quittez pas? Aujourd'hui, nous sommes dans des élections législatives. Dans ces élections législatives, il y a une menace de disparition de la gauche. Moi, je considère, et c'est ce que je voulais développer au départ, que le moment de la reconstruction de cette gauche a commencé. Et pour qu'elle se reconstruise, il faut qu'il y ait des députés de gauche à l'Assemblée nationale. Je dis bien de gauche, mais dans leur diversité. Des socialistes, des écologistes, des communistes, sans doute des députés de la France insoumise, et que ces députés de gauche résistent d'abord pour commencer à quoi? À ce qui pourrait être le démantèlement du Code du travail. Moi, je ne crois pas, comme cela va se passer, probablement par ordonnance, c'est-à-dire sans même fondamentalement s'ouvrir à la négociation, à la discussion avec le Parlement, qu'il faille faciliter le licenciement des Français. Benoît Hamon, c'est un débat qu'on aurait pu avoir il y a un mois. Non, les Français l'ont approuvé. Non, attendez, moi je vous dis ce qu'est ma conviction, c'est que ce n'est pas en facilitant le licenciement des gens qu'on les embauche plus facilement. Mais le vote... n'est pas au demain, en remettant en cause le compte pénibilité, qu'on facilitera la retraite pour les Français qui ont travaillé le plus dur. Oui, mais dont acte. Mais vous reconnaîtrez aussi que quand le président de la République a 24% de votes en sa faveur, et derrière un second tour face à Marine Le Pen, où l'essentiel des Français votent quoi? Emmanuel Macron,
pour ne pas avoir Marine Le Pen. Il n'est pas Eh bien, légitime pour appliquer son évidemment programme, c'est qu'il ça que vous nous et dites? La Ve République lui donne tous les pouvoirs, et même beaucoup trop, selon ma conviction. S'il fallait une chose aujourd'hui, c'est régénérer la démocratie, et ce que je vois, moi, surtout, aujourd'hui, dans ce nouveau pouvoir, c'est une très forte centralisation du pouvoir. C'est-à-dire que tous ces vices de la Ve République se concentrent dans le fait de constituer un gouvernement avec un Premier ministre qui n'a pas fait son gouvernement, qui n'a même pas choisi son principal collaborateur, son directeur de cabinet, et qui va être en situation d'appliquer le seul mandat que lui donnera le président de la République. Et bien, cette centralisation-là du pouvoir, à mon sens, elle va contre ce qui devrait être la priorité des politiques aujourd'hui, c'est-à-dire rapprocher les décisions politiques de ceux qui les concernent, c'est-à-dire les citoyens. Encore une phrase, vous allez faire campagne sur quel programme? Sur le vôtre, avec vos idées, celles que vous avez défendues pour la présidentielle, le revenu universel. Et toutes ces idées-là ont été gommées du programme du Parti Socialiste. Eh ben, La taxe sur les robots, le revenu universel, la sortie du nucléaire, tout ce que vous aviez porté, ils l'ont gommé, ils l'ont effacé. Eh bien, je ne crois pas que ça portera chance à ceux qui ne défendront pas ces idées. Je vous le dis, moi je soutiendrai tous les candidats, quelle que soit leur étiquette, qui s'inscrivent dans ce projet-là et plus globalement veulent reconstruire la gauche à l'Assemblée nationale. C'est le point sur lequel je veux insister. La reconstruction de la gauche, elle passe par des députés à l'Assemblée nationale. Nous n'en aurons pas, pas même quelques poignées, si cette gauche-là ne se rassemble pas. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'elle en soit très loin, tant elle est aujourd'hui finalement émiettée. Devrait être notre priorité, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Je le redis, Jean-Luc Mélenchon demande que l'on quitte nos partis respectifs avant même de discuter. Je ne pense pas que ça se passe, qu'on puisse demain avoir des députés si on fait comme cela. Mais j'insiste sur une chose, moi je soutiendrai des candidats communistes, des candidats écologistes ou des candidats socialistes partout en France. Contre un candidat de la France En Marche au deuxième tour éventuellement ? Mais même au premier tour, contre des candidats qui ne m'ont pas soutenu, ne se sont pas inscrits dans un projet de gauche et ont soutenu Emmanuel Macron. Moi, je respecte le fait de choisir le projet d'Emmanuel Macron. Au nom de quoi, je dirais, c'est mal de le faire. Mais non, c'est parfaitement respectable. Mais ceux qui l'ont fait aujourd'hui, contre l'avis de leur propre formation politique, contre le résultat des primaires, doivent en tirer toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au Parti Socialiste, c'est incroyable, des gens qui sont déjà partis chez Emmanuel Macron, des gens qui y restent, mais ont été distingués par Emmanuel Macron, qui n'est pas de candidat face à eux, d'autres qui aimeraient peut-être travailler dans la majorité présidentielle, mais ont un candidat En Marche en face, et enfin des candidats qui ont un candidat En Marche en face d'eux, et qui disent de toute façon, ce projet politique, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, c'est que nous pensons, je pense, qu'il ne permettra pas, sur le chômage, sur les inégalités, sur la pauvreté, sur la transition écologique et sur la quête et l'aspiration à la démocratie des Français, d'améliorer les choses. Donc d'un mot, moi je ne soutiendrai pas aujourd'hui ceux qui délibérément se mettent à l'écart de la gauche. La gauche, elle a besoin de se reconstituer sur de la clarté, et la clarté, ça suppose, sur les questions sociales, sur la question du travail, de dire des choses et de porter des idées claires, celles que j'ai défendues pendant les questions. Merci Benoît Hamon. Voilà.